de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver. La femme que je reçois aujourd'hui, je l'ai sollicitée. Je l'ai sollicitée parce que j'ai connu, vécu à distance, un événement de sa vie qui pour moi est important à être partagé parce qu'il est fort. Et je la remercie déjà d'être venue à mon micro. Bonjour Annie. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie Hélène pour l'invitation. Tu es une femme pour moi exceptionnelle. Nous sommes toutes extraordinaires, nous les femmes. Toutes les femmes sont extraordinaires. Toutes les mamans sont très fortes. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, dis-nous cette tranche de vie que je souhaite que tu partages avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne parle pas beaucoup de ça. Je vis tout simplement, je fais les choses, j'avance. Et quand Hélène m'a donné la possibilité d'en parler, j'ai dit oui, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc, je suis contente d'échanger avec elle et de parler avec elle de cette histoire. Merci de ta confiance. Merci à vous. Alors, de quoi on va parler? Je vais vous parler de bébé. Je suis mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ma fille est née Michela. Fin 2014, elle nous a appris qu'elle attendait un bébé. La belle nouvelle pour la famille. La grande nouvelle. Nous étions heureux, moi heureuse, parce qu'enfin, on allait avoir un petit enfant dans la famille. On attendait avec impatience une nouvelle de ce genre. Sa grossesse se déroulait très bien, sans problème, aucun souci. Elle était magnifique, franchement une jeune femme enceinte, épanouie, très belle et tout. Et dans le courant du mois avril 2015, les problèmes ont commencé à se présenter. Alors, quel problème? Michela avait des œdèmes. Donc, elle m'en a parlé. On a discuté, donc nous nous sommes rendus dans un établissement où elle était suivie par rapport à cela. Donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, que ce problème-là amenait un autre. Donc, il fallait prendre des dispositions. Elle a été hospitalisée quelques jours. Et au bout de ces quelques jours, je dirais même 3 jours, elle en est ressortie avec un suivi, juste du repos. Donc, à partir de là, je lui ai dit, écoute, tu viens à la maison, tu vas te reposer à la maison. Comme ça, je pourrais veiller sur toi, donc je pourrais faire les choses à ta place. Voilà, parce qu'il faut savoir que lorsque ma fille m'a appris qu'elle attendait un bébé, elle m'a dit, maman, j'attends un bébé, je suis enceinte. C'était juste avant le carnaval d'ailleurs. On était dans un baptême et elle m'a dit qu'elle attend un bébé. Parce que je l'ai invitée à prendre une coupe de champagne avec nous. Et là, elle m'a dit, non, maman, je ne bois pas. Donc j'étais surprise, j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et donc je la regarde, je l'écoute et elle me dit, maman, j'attends un bébé. Mon Dieu, que du bonheur, contente. Et là-dessus, elle a rajouté, j'aurais besoin de toi. Oui, j'aurais besoin de toi. C'est avec le temps que j'ai pris le temps d'analyser ces quelques mots, j'aurais besoin de toi. Qui était prémonitoire. Voilà, tout à fait. Et que j'ai compris pourquoi. Parce que lorsque les choses ont commencé à très mal se passer pour Michela, nous avons fait le nécessaire, nous avons anticipé. Parce que œdème, elle était à la maison, elle se reposait. Et pourtant, les choses ont continué à empirer. Le 27 mai 2015, elle me montre sa tension qu'elle a prise. Elle était à 17 de tension. Énorme. Voilà, énorme. Parce que je me dis, 17 de tension, c'est énorme pour une jeune femme enceinte. 14 déjà, c'est la limite. Nous le savons tous. Donc 17 pour une jeune femme enceinte, on ne prend pas de risque. Il faut faire ce qu'il faut. Nous nous sommes rendus donc au milieu hospitalier. Lorsqu'on arrive avec elle, ils la prennent en charge. Et
La sage-femme qui nous a reçus ce soir-là, ce soir du 27 mai, qu'elle a pris en charge, elle nous dit, écoutez, on va lui faire un petit bilan, elle va pouvoir rentrer chez elle. Avec 17 de tension. Avec 17 de tension, presque 18. Donc, j'avoue que j'ai perdu mon sang-froid et que je lui ai dit, là, on sort du moule, on est venu jusqu'ici, elle a 17 de tension. 14 de tension, c'est déjà quand même la limite pour quelqu'un de normal, à plus forte raison pour une jeune femme enceinte. Alors, il me dit, eh bien, écoutez, on va lui faire le bilan et puis elle pourra partir. Je dis, mais si vous ne voulez pas la garder, ben, dites-le moi et on va aller ailleurs. Mais ne me dites pas qu'elle ne court aucun danger. Et elle me répond, ben, écoutez, si vous voulez, on va la garder pour vous faire plaisir. Voilà ce qu'une sage-femme m'a répondu. Pour me faire plaisir. Voilà. Ben, du plaisir. J'en ai eu du plaisir, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que lorsque elle est rentrée le 27, ils l'ont gardée. Dans la nuit du 28 au 29, le travail commence. Parce qu'il était prévu qu'on lui fasse un déclenchement le lendemain. D'accord. Voilà. Chose qui n'a pas eu le temps d'être fait puisque le travail a commencé. Donc, on l'emmène effectivement en salle d'accouchement. Et là, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à 5 heures du matin, je me suis levée et j'ai trouvé un message de ma fille qui me disait qu'elle était en salle d'accouchement. J'avais les effets du bébé, donc il fallait absolument que je fasse vite pour amener les effets pour elle. Quand je suis arrivée, j'ai juste le temps de voir ma fille sortir du bloc. Et là, le médecin me dit, on va lui faire une césarienne d'urgence. Voilà. Elle a la césarienne. On nous ramène le bébé un petit peu plus tard. J'ai le bébé dans la chambre, mais toujours pas de ma fille. À force de me renseigner, je vais les voir sans arrêt. Et ma fille, comment ça va pour qu'elle n'ait pas encore remonté? Parce que normalement, au bout d'une heure ou deux, on te ramène la personne dans sa chambre, même après une césarienne. Et toujours pas de Michela. Donc, à un moment, je prends le bébé et je pars et je vais en direction du bloc. Et je dirais une fois de plus, pour la deuxième fois, je la vois sortir du bloc. Et le médecin qui me dit, on ne sait pas ce qui se passe, elle est réveillée, elle ne réagit pas, elle a une base de plaquettes, on va la transférer au CHU pour une transfusion sanguine. Transfusion sanguine, juste ça, c'est tout. Là, ça me semble un peu bizarre, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe, parce que je n'ai pas d'autre explication. Michela étant quand même une jeune femme très appréciée, elle a beaucoup d'amis, c'est une jeune femme très agréable, et beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu hospitalier. Donc, je les contacte, je leur dis, écoutez, moi, je suis là-bas avec l'enfant, je ne peux pas venir tout de suite. Elle arrive, mais faites le nécessaire. Ce qui a été fait. Et enfin, dans le milieu de la matinée, donc, je reçois des nouvelles. Une de ses copines qui m'appelle, qui me dit, oui, effectivement, elle est toujours au bloc, on la surveille et tout. Elle se réveille tout doucement. Donc, pour moi, jusque-là, tout va bien. Bon, ça va aller. Donc, on a fait de la transfusion. Voilà. Voilà, tu t'es resté sous la baisse de plaquettes. Voilà, tout à fait. Donc, jusque-là, j'ai une petite appréhension, mais je n'ai pas de grosse inquiétude, en fait. Mais en fin de journée, quand même, je me dis, non, c'est pas normal. Je vais au CHU pour voir ce qui se passe. Pour la 3e fois de la journée, j'arrive, je les vois sortir du bloc avec ma fille. Et là-dessus, l'équipe me dit, ben écoutez, effectivement, elle est réveillée. On lui parle, mais elle ne réagit pas. On va lui faire un scanner. Là, je commence à paniquer. Parce que j'ai vu ma fille, elle me regarde, mais effectivement, pas de réaction. Pas de réaction. Tu sais, à ce moment-là, tu ne penses même plus, tu ne réfléchis pas, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces histoires-là? C'est quoi ces choses-là? Je ne comprends pas. Elle entre pour accoucher et on en est déjà à ce stade-là. Je ne comprends pas. Ça n'a pas pris de temps, Hélène. Le temps de l'emmener faire un scanner, de les voir revenir avec elle, en toute hâte. Et le médecin
j'étais en train d'attendre, qui me prend la main et qui me dit « Madame, je ne peux rien vous promettre, mais il y a beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. » Elle a fait une hémorragie cérébrale, donc c'est pour ça qu'il y avait cette baisse de plaquettes, elle saignait déjà dans la tête, et que là, il y a beaucoup, donc on va essayer d'aspirer, d'aspirer du sang, mais il ne m'a même pas dit qu'ils vont essayer d'aspirer du sang, mais je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien, madame. Je suis hébétée. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. J'ai les bras. Comme on dit, le ciel te tombe sur la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille rentre pour accoucher. Et là, on me dit qu'elle a fait une hémorragie cérébrale. On ne me donne même pas d'espoir. C'est des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, que je ne partage pas beaucoup. Je n'en parle pas, c'est là, c'est en moi. Le médecin, quand il m'a pris la main, je les vois partir avec ma fille, il me serre la main. Donc, on sait déjà que les choses ne vont pas bien. Et là-dessus, il me dit, « Madame, on va faire ce qu'on peut, embrasser votre fille. » J'ai jamais parlé de ça. Mais ils partent avec elle. C'est comme si on me disait, elle est vivante là. De l'embrasser pendant qu'elle est encore vivante. Voilà, c'était ça. C'était ça. Je touche sa tête, je la touche, je lui parle. Ça va mon bébé. Mais je te jure Hélène, je n'avais plus de... Je me sentais vide. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus où j'étais. Je ne comprenais plus du tout ce qui se passait. On ne sait plus. On ne sait plus. Clairement. Tu avais d'un côté le bonheur d'être mamie parce que tu avais ton petit-fils. Mon petit-fils. Et de l'autre côté, voilà, on avait... Tu ne sais pas si tu allais revoir ta fille. Voilà. Enfin, la façon dont les choses t'étaient présentées, c'était comme si tu n'allais plus revoir ta fille. Que j'allais plus revoir ma fille, effectivement. C'était terminé. Et là, tu te dis, mais... Je ne comprends pas. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Elle entre pour accoucher, elle était heureuse d'avoir un bébé. Nous étions tous heureux. C'était le bonheur. C'était du bonheur pour tout le monde. Et puis là, ça nous arrive là. Je ne comprends pas. On est là. On a des heures d'attente. Des heures et des heures d'attente. Entre le moment où elle rentre au bloc, on attend. J'ai des nouvelles parce que sa copine qui travaille au bloc, justement, vient nous voir. Me donne des nouvelles, me dit ça y est, ils sont toujours en train de travailler, ils font ce qu'il faut, mais ne me dit pas la vérité. Elle ne me disait pas tout. Elle gardait tout pour elle, la gamine. Mais elle venait et sortait pour me réconforter alors qu'elle était là et qu'elle disait au médecin, ne laissez pas mourir mon ami. Je ne veux pas voir mourir mon ami. Faites tout ce qu'il y a à faire, je ne veux pas voir mourir mon ami. Ça, c'est le médecin qui me l'a raconté après. Elle a passé combien d'heures au bloc? Je ne sais plus combien d'heures qu'elle a passé au bloc, Hélène. Une éternité. Une éternité. Parce que lorsque nous l'avons revue, elle a dû rentrer au bloc entre vers 17-18 heures. Et lorsque nous l'avons revue, il devait être pas loin de minuit. Lorsque nous l'avons revue. Et lorsque j'ai revu ma fille, je n'ai pas compris. J'ai pas reconnu ma fille, Hélène. Elle était enflée de partout. Enflée de partout. Je ne reconnaissais plus mon bébé. Mais là, j'ai pas de voix, j'ai pas de... Je sais pas, je ne réfléchis plus, je suis complètement hébétée. Nous sommes tous... Sonnés. On ne comprend pas. Et les médecins, quand ils reviennent nous voir, pour nous faire un petit peu le point, ils me disent... écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu. On ne vous promet rien. On lui donne 48 heures. 48 heures parce que les dégâts énormes. Le rein ne fonctionne plus. Le foie ne fonctionne plus. Et nous savons tous que ce sont quand même des organes vitaux. Donc, et là, je n'entends plus. Et il me dit 48 heures. Je dis 48 heures, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Tu sais, ils essaient de te consoler, de t'annoncer des nouvelles. Et je lui ai dit, lâchez ma main.
Je ne veux plus vous entendre là, chez maman. Leur position n'est pas facile. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Ça tombe, mais je ne veux pas vous entendre. Ce que vous me dites là, je ne comprends pas. Ce n'est pas de ma fille que vous me parlez. Ce n'est pas possible. Ça a été des moments très, 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 très durs. Très durs. La voir comme ça, à se demander, est-ce que je vais la revoir? Est-ce qu'elle va se réveiller? Comment allait être notre vie après tout ça? Et puis il y a le bébé. C'est tout ça qu'il faut. Tu sais de gérer tout ça dans ta tête. Pendant ce moment-là, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire après ça? Comment est-ce possible? Je suis croyante. Je suis croyante, j'ai la foi. Les parents des amis de Michelin, qui nous avaient rejoints à ce moment-là, nous ont dit, on va prier. Et dès ce moment-là, il y a une chaîne de prière qui s'est mise en place depuis là, au CHU, pendant l'intervention. Après, prier. Même des amis à elle qui m'a dit, j'ai jamais prié de ma vie, je ne sais même pas, mais je vais prier. Et puis quelques jours après, 48 heures sont passées, Michela revient à elle. Une semaine passe, le foie fonctionne, les reins fonctionnent. Et un médecin nous a dit, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est un miracle, c'est une miraculée. Un médecin nous a dit, c'est une miraculée. Parce que vu son état, avec ce qu'elle avait, le sang qu'il y avait dans sa tête et tout ce qu'il y avait suivi, c'est pas possible qu'elle soit encore là. Elle est encore là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les miracles existent. Je suis là pour en témoigner. Et quand je dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais cesser de croire. De croire. Aujourd'hui, ma fille va bien. Elle va très très bien. C'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à raconter parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai. Oui, parce que lorsqu'elle est sortie du CHU, a commencé une autre vie. Une autre vie, tout à fait. Donc, il y avait une autre étape, c'était faire vite. Il fallait faire très vite parce que lorsqu'ils se sont rendus compte que ça allait, ils m'ont dit maintenant, il faut faire vite. Il faut qu'elle récupère. Donc, on n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'elle aille en rééducation. Et là, la seconde partie a commencé. La rééducation, c'était très, très, très dur aussi, très dur pour elle. Surtout, moi, j'étais là pour l'accompagner, l'encourager. On avait le bébé. Parce qu'elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas, elle ne parlait pas. Donc, il y avait tout ça. Donc, on ne savait même pas jusqu'où. Je ne savais même pas au point de vue, est-ce qu'elle allait reparler aussi? Ça non plus, je n'avais pas cette certitude. Est-ce qu'elle allait pouvoir reprendre une vie normale? Parce qu'on se dit que lorsque il y a du dégât dans le cerveau, on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences. Donc, on avait toujours quand même cette... moi, j'avais cette inquiétude-là. Comment elle allait se sortir de cette étape, cette seconde étape. Mais il y a eu encore des choses, beaucoup de belles choses. L'une des plus belles choses que je me rappelle, c'est lorsque elle avait une trachéo. Oui. Ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas déglutir. Donc, effectivement, il faut mettre en place tout un tas de protocoles. Et lorsqu'enfant lui a enlevé ce petit tuyau dans la gorge, je ne savais même pas si ma fille pouvait parler. Et j'étais avec elle ce jour-là parce que j'ai toujours été là du début jusqu'à la fin. Je laissais le bébé à Morgane, la petite sœur, qui s'occupait du bébé. Moi, je partais le matin, je vous assure, je partais le matin et je rentrais que le soir. Et durant toute la journée, c'est Morgane qui avait le bébé en charge. Donc, j'étais avec elle quand on lui a enlevé la trachéo. Je l'avais accompagnée, donc j'attendais. J'avais un petit livre que je lisais en attendant. J'étais assise à sa tête au CHU. Et à un moment, j'entends « Maman ». À l'émotion. Je ne te dis pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme si
ma fille renaissait une seconde fois. Entendre maman, je ne savais même plus si elle allait pouvoir prononcer à nouveau ce mot-là. J'en ai pleuré. Et j'ai dit, ma fille peut parler. Donc je m'étais déjà rendu compte qu'en point de vue neurologique, elle se rappelait de pas mal de choses. Elle pouvait faire des choses, puisque je m'étais mise en tête. Je m'étais dit, si ma fille ne sait plus lire, je l'ai appris à lire, eh bien je recommencerai. Voilà, on va recommencer comme si c'était un bébé, on va tout recommencer à zéro. Et le jour où j'ai voulu faire ça, c'est le petit truc marrant, c'est que j'ai acheté pas mal de choses. J'arrive avec mes petits bouquins, mes petites choses, mes petites manières et tout. Et je mets ça là et je lui dis, tiens, je vais faire des rassemblements de mots. Voilà, ma, me, peu. Voilà, comme on apprend à lire à des enfants. Donc, j'ai commencé avec elle, je lui dis, c'est quoi ça? Elle me regarde. Je dis, mais oui, tu sais pas. Elle me regarde, elle me fixe. Elle me dit non. Je dis, ça y est, elle ne sait pas lire. En fait, c'était pas un nom de je ne sais pas lire. Non. Elle me regardait parce qu'elle était en colère après moi. C'est comme si je la prenais pour une tébé, en fait. C'était ça. J'imagine le regard de Michel. Oui, tout à fait, c'était ça. C'est comme si elle ne pouvait pas me le dire. Mais dans son regard, petit à petit, on voyait un petit peu de colère. Et donc, je prends un mot, donc évidemment, je mets maman. Et je lui dis, et là, tu sais c'est quoi? Elle me dit, mais maman, comme ça. Étonnée, je dis, mais on dirait qu'elle sait lire. Donc, je mets papa. Mais papa. Je mets un mot plus difficile. Je mets crabe. Et elle lit crabe. D'accord. J'ai remballé mes petits manières, tous mes petits trucs, et je me suis dit, chacun son métier. Voilà. Tu n'es pas spécialiste, donc laisse faire les spécialistes. Et lorsque j'en ai parlé après à l'ortho, elle m'a dit, mais non, dans sa tête, elle sait lire les mots, mais elle ne peut pas décortiquer. Voilà, c'est ça. C'est faire sortir les sons. Ça a pris combien de temps? Beaucoup de temps, Hélène. Beaucoup de temps. Déjà, au bout de 2 ans, il a fallu quand même 2 ans pour que ma fille réapprenne à marcher. Mais pour ça, il a fallu qu'on parte pour une intervention au niveau de la jambe. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu fais ce genre de choses, traumatisme crânien, des choses comme ça, il y a plein de petites choses qu'on ignore et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, le fait d'être resté immobile sans bouger la jambe, on développe ce qu'on appelle des ostéomes au niveau de la hanche, ce qui bloque énormément l'articulation. Et elle souffrait énormément parce qu'elle avait cette jambe qui était bloquée par cet ostéome, donc elle ne peut pas mouvoir au niveau de la hanche. Beaucoup de douleurs, énormément de douleurs. Je me rendais compte qu'elle avait toujours le visage. Elle ne disait rien parce qu'elle est très courageuse. Elle avait cette souffrance, mais elle ne s'en plaignait jamais. Jamais. Elle ne me disait, maman, j'ai mal. Elle grimaçait tout simplement. Donc, il a fallu partir à Paris pour cette intervention qu'on lui a enlevée. Une fois qu'on lui avait enlevé ça, elle avait fini de grimacer. Elle ne marchait pas encore, mais elle pouvait se mouvoir sans souffrance, sans douleur. Ça, c'était la première étape. Qu'elle puisse sortir du fauteuil roulant. Et la deuxième étape, c'était il n'y a pas longtemps. Encore une intervention au niveau de la jambe pour lui permettre d'être un peu plus autonome. Donc, il a fallu faire tout ça. Donc, il a fallu effectivement faire beaucoup de sacrifices, entre guillemets, parce qu'il a fallu partir, s'installer à Paris. Pour tout ça, à chaque fois, il faut partir. Mais ce sont des choses que nous avons faites et que je ne regrette pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Ce que je souhaiterais dire, faire comprendre aux mamans, aux parents, de manière générale, c'est vrai que nous avons des diagnostics qui très souvent peuvent nous laisser abattus. On se dit comment faire, où aller, vers qui se tourner. Il y a toujours des solutions. Et nous en sommes arrivés au stade aujourd'hui où Michela, elle marche. Elle conduit. Elle conduit, voilà. Ça, ça a été une grande victoire. Merci, également. Mon Dieu, c'est une très, très, très grande victoire. Et mon but, je l'ai dit
je me disais toujours au fond de moi, je sortirai ma fille de là. Je veux sortir ma fille de là. Aujourd'hui, elle est heureuse avec son fils. Elle est heureuse avec son fils. Qui a une mamie qui est en or. On se bat, Hélène. Et ça n'a pas toujours été facile, c'est pas toujours facile, hein, de toute façon. Et très souvent, je dis aux gens, vous me voyez sourire. Je pense que moi, je suis quelqu'un comme ça, je n'aime pas laisser entrevoir mes difficultés, mes soucis. Donc, je souris, je rigole tout le temps. Tu m'as toujours connue comme ça. Mais au fond, on ne sait pas par quelle étape on passe, on ne sait pas ce qu'on vit au fond de soi. Mais je me dis, je ne dois pas laisser les gens mettre des gens en difficulté, en fait. Parce que les gens qui vont vous voir comme ça, vous serez de mauvaise humeur, vous allez laisser passer votre mauvaise humeur sur les gens. Ce n'est pas dans ma nature. Donc, les gens ne savent pas. Je vais te poser une question qui va peut-être te sembler étrange. Il est souvent dit que certaines expériences que l'on vit, il y a une raison pour tout. Que les choses n'arrivent pas par hasard, que si elles sont là, c'est que ça devait se passer comme cela. Est-ce que tu as pardonné ce qui est arrivé à Michela par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui? J'ai pardonné, Hélène. J'ai pardonné parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison. Donc tu considères être guérie? Je suis guérie. Je suis guérie parce que tant qu'on garde tout ça au fond de soi, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Donc si j'avais continué dans cette colère et cette haine, parce que j'ai éprouvé de la haine à un moment donné, mais si j'avais continué dans cette étape-là, dans ce cheminement, on ne serait pas là où on est au jour d'aujourd'hui. Donc il faut mettre de côté tout ça pour pouvoir avancer. C'est le cheminement que nous avons fait, que j'ai fait, que nous avons fait. Voilà. Donc s'il fallait que je résume, ne pas se laisser abattre. Non. Avoir confiance. Et ne pas se charger de colère, de haine ou d'autres sentiments négatifs. Du tout. Du tout. Parce que la colère, la haine, ça n'engendre que de la colère et de la haine. Ça engendre encore autre chose de négatif, en fait. Donc, il faut éviter tout cela pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que j'ai fait preuve de résilience pour pouvoir avancer. M'oublier, moi, je ne comptais plus. Il fallait absolument que notre fille aille mieux. Voilà. Donc, on s'oublie. J'avais pas le temps de gémir. J'avais pas le temps de me plaindre. J'avais pas le temps de pleurer. Je ne faisais qu'avancer. Où est-ce que j'ai trouvé cette force? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il fallait être bien entouré aussi. Parce que la famille, ça compte énormément. Les amis avec un grand A aussi, ça compte. Parce que je sais que vous ne nous avez jamais laissé tomber. Je dis vous, Hélène, parce que je te compte parmi nos amis. Vous ne nous avez jamais laissé tomber. Toujours recevoir un petit mot gentil. Même si des fois, je dis souvent, je ne répondais pas. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela me faisait du bien. Je ne pouvais pas répondre parce que j'étais trop prise dans ce que j'avais à faire, dans ce que je faisais. Nos journées étaient très, très remplies. Je passais les journées avec elle à l'hôpital. Et quand je rentrais le soir, je prenais le relais pour reposer Morgane pour le bébé. Donc, je n'avais pas le temps. Nous avons un couple d'amis que j'ai connu dans le MAS, parce que c'est comme ça que nous nous sommes connus. Lorsqu'ils ne nous entendaient pas, ils forçaient notre porte. Je vais parler des dibs. Ils arrivaient. Ils forçaient notre porte. Voilà. On ne vous a pas entendu, c'est pas normal. Donc, on est venu voir ce qui se passait. Donc, toute cette présence et toute cette énergie. Et cette énergie aussi nous a été bénéfique. Et c'est important d'avoir des amis, d'être entouré, parce que sinon, ça aussi c'est très important, parce que sinon, tout seul, moi je ne dirais pas que je suis arrivée là toute seule, c'est faux, c'est pas vrai. C'est parce que j'étais très entourée. La famille et les amis. Ça, je le dirais tout le temps, la famille et les amis. Mais dans ce parcours aussi, nous avons croisé les chemins de d'autres personnes
qui nous ont énormément aidés. J'avais l'impression que chaque fois que je frappais à une porte, tout s'ouvrait. Est-ce que tu as parlé un jour à Michela de ce moment où tu l'as vue au CHU? Non. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille? Que je l'aime et que je serai toujours là pour elle. C'est vrai que je n'ai pas envie de faire de jalouse, non. Mais que je serai toujours là pour elle, quelle que soit l'heure ou le moment. Tant que Dieu me prêtera vie, je serai là. Je pense qu'elle le sait. J'espère. Comment va ton petit-fils aujourd'hui? C'est un petit bonhomme magnifique, plein de vie, il a de la répartie. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Chaque fois que je le regarde, des fois je suis là, on discute, il me dit des choses, mais c'est un gamin qui sort des choses. Des fois on se dit, est-ce que j'ai affaire à un enfant ou à un adulte? Parce que très souvent, il me réconforte. Ça va faire un peu plus d'1 an. Lorsque j'ai perdu ma mère et ma grand-mère en 2021. Un jour, il est arrivé dans la cuisine et il m'a vu en train de pleurer. Il m'a dit, mamie, pourquoi tu pleures? J'ai dit comme ça. Il dit, non, mamie, tu pleures parce que mamie Women et mamie Félix sont partis. J'ai dit, oui, c'est ça, chérie, mais bon, ça va aller. Il m'a dit, tu sais, mamie, il ne faut pas pleurer. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui partent pour que d'autres arrivent. Il avait quel âge quand il est sorti? 6 ans. 6 ans. Voilà le petit bonhomme. Qui est à côté de sa maman. Qui est à côté de sa maman, qui est avec sa maman, qui vit avec sa maman, qui est toujours prompte à aider sa maman. Comme Michela, il fait tout. Maintenant, elle arrive à se débrouiller. Je peux partir maintenant, Hélène. L'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Si j'ai un truc à faire, je les laisse à la maison. Elle fera manger pour le petit. Elle va lui donner à manger. Tout. Et c'est vrai que je me dis, ça fait partie de mes objectifs, de ce que je voulais atteindre en fait. Leur donner cette autonomie à tous les deux. Il sait que sa maman n'a pas toutes ses facultés par rapport physiquement, pas mentalement, physiquement, puisqu'elle a un bras qu'elle ne peut toujours pas utiliser. Quand elle fait une lessive, c'est lui qui va l'aider à porter le panier. Et c'est lui qui va lui prendre les vêtements, lui donner les vêtements pour qu'elle puisse s'étendre. C'est une équipe. C'est une équipe, voilà, c'est une équipe. Et très souvent, je les regarde, je me dis, le but est atteint. Le but est atteint. Leur permettre enfin de vivre. Maintenant, je ne me mêle même plus de leur petite vie. Elle vit toujours à la maison, on attend toujours qu'elle ait un appartement pour qu'elle puisse enfin reprendre son autonomie. Et Hélène, il rentre de l'école, c'est elle qui lui fait faire ses devoirs, pas moi. Et je peux te dire que Léo a de bonnes notes à l'école. Je te rappelle quand même très tôt qu'elle t'a fait comprendre qu'elle comprenait tout. Hein. Elle comprenait. Oui. Ah oui. C'est toi qui ne l'as pas voulu l'entendre, mais elle comprenait tout. Elle comprenait, voilà. Elle ne savait pas dire les choses, mais elle le comprenait. Et même là, au bout de 2-3 semaines qu'elle était en réa, il fallait la faire sortir de réa. Les médecins qui nous ont reçus un soir, pour nous faire un petit peu le bilan. Bon voilà, ça y est, le rein fonctionne, le foie fonctionne. Mais neurologiquement, c'est fini, c'est mort. Alors mon mari qui dit, je ne comprends pas ce que vous nous dites là. Ma fille, quand je lui parle, elle réagit. Quand je lui prends la main, elle serre ma main. Quand je lui parle, elle me regarde. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Le médecin qui lui dit ah non, vous savez, le fait de prendre la main, vous savez, c'est un réflexe comme les bébés là, qui en donnent la main et qui serrent la main de manière spontanée, quoi. C'est un réflexe. Et attendez, je vais vous montrer. Et le médecin s'approche et puis il demande à Michela, Madame Targé, prenez ma main. Michela qui le regarde et Michela qui prend sa main. Il est étonné, pour ne pas dire autre chose. Lâchez ma main. Michela qui lâche sa main. Mais enfin, quand même, je ne comprends pas. Ce matin, on a fait un test avec elle. J'étais avec un autre collègue. J'appelle le collègue. Il faut qu'il voit ça. Il faut que je vous montre. Il dit, tu te rappelles, ce matin, on a fait telle chose avec Madame Targé, qu'elle n'a pas réagi. Il dit, oui, c'est vrai.
Donc, il refait la même chose pour voir si ce n'était pas par hasard. Et Michela qui refait, qui répond, qui fait les mêmes gestes. Il dit, mais en fin de compte, elle comprend très bien, mais se fout de notre gueule. C'est elle qui se paie notre tête là. Et il a dit à Michela, mais madame, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Michela qui lui fait... J'ai posé la question à Michela bien longtemps après, quand on a commencé effectivement à échanger, à discuter. J'ai dit, mais pourquoi tu avais fait ça au médecin? Et elle m'a dit, il me prenait pour une tébé, il ne me parlait pas à moi, c'est comme si je n'existais pas. Donc, je n'avais pas envie de lui parler non plus. C'est son caractère. 3 femmes de caractère. Oui. Ben, j'espère leur avoir quand même un petit peu insufflé ça, parce qu'il faut avoir du caractère, de la force et de la volonté pour aller au bout des choses. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. Vraiment, je te l'ai dit, hein, Annie, Michela, Morgane et toi, vous êtes un trio extraordinaire pour moi. Merci, Inspirant. Hélène. Vous êtes des femmes inspirantes. Et vraiment, vous êtes une bulle d'amour. Merci Hélène. Mais vous, c'est grâce à vous tout ça aussi. Hein. Non, je le dis sincèrement parce qu'on ne se voit pas beaucoup. La dernière fois, je crois que je t'ai vue, c'était cette année. Oui, dans des circonstances un peu tristes. Un peu triste. On était tellement contents de se voir que nous sommes... C'est vrai, on s'est jetés dans les bras l'une de l'autre, malgré les circonstances. Les circonstances, malgré les choses qu'on disait, mais on n'a même pas hésité parce que l'émotion, l'amour, parce que c'est de l'amour en fait qu'on éprouve l'une pour l'autre. Hein, et ça, c'est là. En tout cas, je te remercie d'avoir choisi mon micro pour exprimer des choses que tu gardais. Ça me fait du bien. Et donc, tu ne parlais pas. Vraiment, je te renouvelle mes remerciements pour la confiance que tu m'as accordée. Quand j'ai reçu ton message, je me suis dit, ah non, je ne crois pas que je vais pouvoir. Non. Et je dis à Michela, regarde, Hélène m'a dit ça. Et puis après, je suis sortie, j'ai dit, non, je vais le faire. J'ai besoin de ça. Il faut que j'évacue maintenant tout ce que j'ai en moi là maintenant. Comme on dit, crever l'abcès. Il faut ça pour aller de l'avant aussi. C'est un témoignage que je veux partager. Surtout, Michela a fait ce qu'on appelle une crise d'éclampsie. Et c'est en échangeant avec des femmes, je constate qu'il y en a beaucoup qui ignorent ce que c'est, même des fois dans le milieu médical. Une crise d'éclampsie, ah bon, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, faire comprendre à la population que des choses comme ça arrivent. Bien plus. Et bien plus souvent qu'on ne le pense. On ne le pense. Parce que c'est en étant là-dedans que je réalise que ça arrive. Pas que chez nous, on veut nous faire croire que bon, c'est parce que notre population, par rapport à l'alimentation, par rapport à pas mal de choses. Même à Paris aussi, j'en ai rencontré, j'ai croisé des jeunes femmes qui ont eu ce genre de choses. Leur dire, faites attention à vous, prenez soin de vous. Mais je veux surtout aussi dire aux mamans, aux femmes de manière générale. Nous avons toute cette force en nous, n'est-ce pas? Ne pas laisser les gens nous faire croire que nous ne pouvons pas, que nous ne pourrons pas. Non, ce n'est pas les gens qui décident pour vous. C'est vous qui devez décider pour vous, de ce que vous voulez pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai témoigné aujourd'hui, pour pouvoir dire aux femmes, ne baissez jamais les bras. Et un truc que je vais dire, c'est peut-être, c'est pas méchant, je dis souvent ça à mes filles. Je sais pas si tu as déjà entendu. On dit très souvent, femme c'est châtaigne. Je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement le sens de cette expression. De cette expression, voilà. Et mes filles non plus ne comprenaient pas, mais je leur expliquais ce que ça voulait dire. Donc nous qu'à tomber, femme tomber, pas jamais désespérée, comme disait la chanson. Nous pouvons nous relever. Nous avons cette force en nous parce que nous portons quelque chose en nous. Nous donnons la vie. Donc, c'est une force. Et c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est sur ces très fortes paroles qu'on va se laisser. Merci Hélène. Merci pour ce moment partagé. C'était une grande joie, un grand moment d'émotion. C'est vrai que je me suis retenue.
Mais c'est des choses que j'avais du mal à dire, en fait. Du mal à raconter. Tout ce cheminement. Merci à toi. Merci à toi, Hélène. Plein de bonheur à vous. Merci à toi aussi. Et au petit Léo. Merci. À bientôt. À bientôt, Hélène. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.